Bonjour à vous tous et merci d'être fidèles. Toujours à notre programme du Bonjour d'Algérie, toujours avec nous, avec toute l'équipe qui vous accompagnera de 8h à 9h30 pour ce dernier jour de la semaine. Nous allons donc être ensemble pour ce 2 mai déjà. Et oui, nous sommes déjà au mois de mai. Hier, nous parlions donc de cette journée des travailleurs à qui nous souhaitons toujours, en tout cas, une belle fête. Et puis, on continuera aujourd'hui, mais pas pour parler des travailleurs, plutôt dans d'autres domaines, en fait, parler des travailleurs et surtout parler des loisirs. Aujourd'hui, on ouvrira une page santé avec notre invité. Il est médecin chirurgien. Il a donc inventé et innové dans le domaine de la médecine à travers un processus qu'il a mis en place concernant les piqûres de scorpions, aussi les venins de serpents. En tout cas, tout ça pour essayer donc d'agir très rapidement. On en saura plus tout à l'heure sur le plateau. Agir très rapidement lors d'une piqûre d'insecte. En tout cas, un processus qu'il a breveté. Il nous en expliquera tout à l'heure le cheminement. Nous allons également parler d'animaux de compagnie avec notre invité. Lui est rentré donc de Slovaquie. Il a toujours été dans l'élevage d'animaux de compagnie et surtout l'exportation. Et cette fois-ci, il a ouvert un showroom ici en Algérie. Vous allez découvrir avec nous son nouveau univers ici en Algérie. Et puis, on aura également une dame, une psychologue qui viendra nous parler des enfants et surtout comment optimiser les compétences mentales des enfants avec une nouvelle thématique appelée Mind Mapping. Mapping, oui, c'est cela. C'est donc la carte du cerveau. Elle va nous en dire tout à l'heure un peu plus. On verra cela à travers un reportage également. Et on comprendra un petit peu mieux comment se fait cette nouvelle méthode d'apprentissage. Eh bien, nous terminerons l'émission avec le directeur de la culture islamique au ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Il viendra nous parler de la musique andalouse, le patrimoine. Nous sommes en plein mois du patrimoine. Il est très intéressant de s'y atteler et travailler sur cet héritage ancestral de la musique andalouse avec Ahmed Grigahsen qui sera également notre invité. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi. J'espère que vous allez passer un beau moment et aimer en tout cas notre programme d'aujourd'hui. Je vous laisse en compagnie de Mina Abed pour la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Bonjour à tous, et bien aujourd'hui le ciel restera voilé, nuageux avec quelques pluies parfois sous forme d'averses, notamment sur les reliefs intérieurs et les aurès. Ces pluies vont s'accentuer à partir de l'après-midi, notamment vers la partie centre. Sur la partie sud, on aura un ciel plutôt nuageux avec quelques averses également, notamment du côté de Bécha, le Nord Sahara, les Oasis et le Sahara central. Partout ailleurs, le ciel restera dégagé à partiellement voilé. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord, 22 degrés à Alger ainsi qu'à Annaba. On notera 25 degrés à Guelma, 15 degrés à Batna, 26 à Al-Roua, 33 degrés à Gardaya, 34 à Béchar, 33 à Tindouf, 38 à Adrar, 40 à Ain Salah et enfin 42 degrés à Borj, Beji Moukhtar et Ain Gazzam. Place tout de suite à l'éphéméride. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h35. Pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Très bonne matinée à tous et à bientôt. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Voilà, vous savez tout sur les nouvelles du ciel surtout. Et puis on va vous retrouver tout à l'heure, on retrouvera Faria Chir tout à l'heure midi et 19h pour d'autres bulletins météo. Et bien en tout cas, on aura l'occasion de suivre tout de suite nos premiers invités juste après cela.
Voilà, de retour sur le plateau, notre premier invité est déjà là, installé. On va parler donc santé avec notre chirurgien. Donc il est chirurgien depuis 1980. Il est là pour nous parler donc d'un processus qu'il a breveté, en tout cas pour rendre service à tous ceux qui peuvent être piqués dans la nature par des scorpions ou des piqûres de serpents. Il s'agit de Monsieur Karim Shrif Zahar. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Comment ça va? Merci, très bien. Très bien. Alhamdulillah. Vous êtes avec nous parce que justement vous avez innové dans le domaine donc, de la santé et surtout de trouver une solution à ces piqûres donc, scorpioniques ou bien sûr de piqûres de serpents. Et vous avez par hasard trouvé ce processus. C'est cela. Tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard. J'ai été présent oui. au moment où une proche personne a été piquée. C'est cela. Et donc j'ai, dans l'ignorance totale de ce qu'il ne fallait pas faire ou faire, il m'a semblé logique de faire une anesthésie locale. Donc j'ai injecté de la xylocaïne qui a calmé tout de suite la douleur. Oui. Et ensuite, j'ai pensé qu'il fallait essayer de ressortir le venin. Oui. Et j'ai improvisé quelque chose qui s'apparente à ce qu'on fait en chirurgie esthétique quand on fait des liposuctions et qu'on injecte du liquide qui est du sérum en fait, du sérum salé isotonique en grande quantité dans la graisse pour la préparer à l'extraction. Eh bien, cette injection ressort s'il y a un trou voisin de la peau. Oui. Et j'ai pensé qu'en injectant du sérum à côté de l'endroit où la piqûre de scorpion avait eu lieu, ça allait faire ressortir le venin. Mais en ayant injecté ce sérum, le venin n'est pas sorti. Parce que le scorpion pique la peau en oblique, ce qui fait une sorte de valve anti-retour. Pas fou le scorpion, il ne veut pas que son venin soit gaspillé. Oui. Et donc j'ai ouvert le point de piqûre avec une petite lame sur 1 millimètre ou 2. Et là, en injectant plus de liquide, tout est ressorti. À partir de là, le médecin qu'on avait appelé d'urgence est arrivé 3/4 d'heure ou 1 heure après. Il nous a dit que ça ne se faisait pas, mais que si elle allait bien, on pouvait observer et voir. Voilà, et rester bien sûr en observation pour pouvoir contrôler le malade. Il n'y a rien eu d'anormal. Du coup, je me suis intéressé à ce que j'avais fait et à ce qui se faisait. Cet acte d'urgence que vous avez donc spontanément fait justement pour sauver une vie, vous a donné donc cette idée de proposer ce thérapeutique en fait. Voilà. Et dans les publications médicales, j'ai vu que ça n'existait pas. Et du coup, j'ai breveté un kit qu'on devrait avoir à proximité à la maison ou sur soi. C'est cela. Quand on est dans les zones à risque. C'est ça, dans les zones à risque. Et chaque année, justement, le ministère de la Santé vient sur nos plateaux, notamment, pour proposer justement ces campagnes de lutte contre les piqûres de scorpions, surtout l'antiscorpionique, etc. Des campagnes prévention. Et il y a tout un groupe qui travaille sur cela au niveau donc de l'Institut Pasteur, au niveau donc du ministère de la Santé aussi, pour prévenir les zones à risque, comme vous les avez appelées. Alors justement, j'ai été amené à présenter ce projet au ministère de la Santé, au comité du scorpionisme, où on a trouvé ça assez étonnant de pouvoir ressortir, parce que je fais la démonstration avec une vidéo avec du bleu de méthylène. C'est cela. Je vous montrerai. Dans un moment, oui. Et on a le professeur Alamir, qui était patron du service de toxicologie, qui s'est tout de suite intéressé à ça et qui a dit on va faire les essais sur l'animal. Oui. Et on a fait, il y a 2 ans maintenant, des essais sur la souris. Mais la souris n'a pas une anatomie qui ressemble à celle de l'humain. Ce qui fait que ça n'a pas été très probant. Et on est dans le projet actuellement de faire des essais sur le mouton. Voilà. En accord avec l'Institut Pasteur, y compris un des plus grands spécialistes au monde, qui est à l'Institut Pasteur de Paris, tout à fait. Qui s'appelle Jean-Philippe Chipot, et qui approuve le projet et qui nous soutient.
Oui, alors vous êtes de profession chirurgien, plasticien, vous avez toujours travaillé dans votre domaine et là totalement une révolution se fait et s'opère. Vous êtes en train donc de développer ce processus et est-ce que la chirurgie plastique aujourd'hui vous l'avez presque mise de côté pour vous concentrer sur cette innovation parce que c'est une innovation en fait. Absolument, mais je continue à exercer mon métier. D'accord. D'ailleurs, j'ai opéré hier, j'opère cet après-midi. Je suis, par contre, dans l'envenimation, le scorpionisme, depuis maintenant plus de 10 ans. Ouh là là. Ce qui fait que je suis quasiment... Entre les deux. Oui, spécialisé là-dedans aussi. Oui. Et vous avez fait énormément de recherches parce que comme je vous posais les questions hier, vous me disiez il y a des idées reçues sur les piqûres de scorpions, c'est-à-dire on a l'impression que ça y est, il faut agir très vite, la personne va être presque paralysée, le venin va vite s'introduire dans le corps, etc., dans le sang. Et vous m'avez dit non, ce sont quelquefois des idées reçues, on a énormément travaillé dessus et on a compris que finalement il y avait des solutions rapides. Oui. Alors, l'idée que le venin diffuse rapidement dans le sang est effectivement une idée très répandue et qui est fausse. Mais dans les publications médicales, bien entendu, on n'a pas cette notion fausse. On voit bien que les patients ne développent les symptômes généraux qu'après 1 à 2 heures, quand ils sont piqués au niveau des mains ou des pieds. Et le venin chemine par voie lymphatique, qui est une circulation très lente, qui met 1 heure depuis le pied jusqu'au pli de l'aine, et encore une demi-heure pour arriver dans la veine sous-clavière et passer dans le sang. Et à ce moment-là seulement, arrivent les symptômes généraux. D'accord. Mais quand même, il faut agir vite. Quand il y a une piqûre, il faut vraiment agir dans les premières heures. Il faut que le patient soit mis en observation dans cet intervalle pour que si apparaissent des symptômes, on les traite. Et là, c'est dans un service de réanimation. Bien sûr. Mais là, on traite le symptôme. Si la tension chute, on la remonte. Si l'oxygène manque parce qu'il y a un œdème du poumon, on oxygène. Si le cœur est faible, on le traite. Mais le venin est déjà dans le corps, diffusé dans tout le corps. Alors que la technique que je propose, c'est avant même qu'il ait bougé de l'endroit où il est injecté par l'animal, en retirer au moins une partie, puisque la mortalité et les complications sont proportionnellement plus fréquents ou plus graves quand la quantité de venin est plus importante. C'est normal. Donc si on diminue même un peu, on diminue le risque et le danger. Alors, il y a des professions plus exposées, les gens qui travaillent par exemple dans le sud. Il y a des kits que vous allez proposer avec bien sûr ce kit qui a été breveté pour pouvoir agir vite, c'est-à-dire n'importe qui pourrait faire ce geste médical. Il y a pour l'instant bien sûr des réticences. C'est pour ça qu'on fait les essais sur l'animal, etc. D'accord. Mais le but, c'est à terme d'arriver à ce qu'on ait un appareillage automatique qu'on pose sur l'endroit piqué et qui déclenche l'injection d'anesthésie locale, puis la petite ouverture du point piqué, puis l'injection de liquide en quantité, et qui même recueille le liquide qui ressort, ce qui permet d'analyser le venin. Et si on n'a pas capturé l'animal ou si on ne sait pas ce que c'est, on identifie l'animal par le venin. D'accord. Les toxicologues savent le faire. Et à ce moment-là, si les complications surviennent parce que le patient a été vu un peu tard, eh bien on peut faire le sérum anti-venin qui est extrait du cheval de l'Institut Pasteur en étant plus spécifique de l'animal qui a piqué l'individu. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des interactions quand on ne connaît pas bien sûr l'insecte ou l'animal qui a piqué. Si par exemple l'individu a un traitement spécifique, s'il est déjà affaibli, tout ça, est-ce que vous l'avez pris en considération aussi? Alors le traitement proposé dans mon innovation n'a pratiquement aucune contre-indication. Très bien. Pourquoi? Parce que c'est du sérum salé isotonique qu'on utilise en perfusion dans tous les blocs. C'est juste pour repousser le venin à l'extérieur. Repousser comme un lavage, comme un cire. C'est ça. Et dans ce sérum, on pourrait d'ailleurs ne se contenter que du sérum. Mais on y met un peu de xylocaïne pour calmer la douleur.
ce qui n'est pas négligeable, Oui. parce que la douleur d'une piqûre de scorpion C'est terrible. est extrêmement douloureuse. Mais la quantité de xylo, elle est infiniment plus faible que même celle utilisée par le dentiste pour une extraction dentaire. D'accord. Et puis on y met de l'adrénaline. L'adrénaline, pareil, dans une quantité suffisamment faible pour ne pas être comparable à celle qu'utilisent les injections automatiques d'adrénaline quand on est allergique aux piqûres d'abeilles, par exemple. Par exemple. D'accord. Voilà, donc ce traitement-là est totalement anodin. Et la seule réticence, c'est que ça n'a jamais été encore appliqué à l'homme. Et donc, pour distribuer des kits dans une zone pilote, comme on le prévoit avec le professeur Alamir, on attend d'avoir L'aval, surtout, autorisation. oui, la preuve de l'innocuité, de l'efficacité sur l'animal. Exactement. Et après, on pourra... Voilà. on En pourra tout cas, accélérer le c'est une processus. innovation qui a fait plaisir à bon nombre de spécialistes, professeurs, des médecins dans le domaine de la toxicologie, bien sûr. Et c'est une innovation que vous avez présentée lors de nombreux congrès où vous avez été, même à l'étranger, notamment au Maroc, Oui, le tout oui, premier congrès, en France, c'était à Marrakech. à Marrakech, où j'ai présenté ça à tout un panel de gens qui sont spécialisés en toxicologie et qui ont trouvé ça merveilleux. Mais après, quand il s'est agi d'avoir un accompagnement de ces spécialistes, c'était plus leur domaine. Parce que d'abord, ils ne voient pas les piqûres de scorpions au tout début. Oui, Et puis ensuite, la plupart sont des animaux, des spécialistes des animaux venimeux ou des spécialistes de biochimie qui s'intéressent aux molécules très fines Oui. des antivenins fabriqués C'est comme ça, des c'est anticorps. Et dès ça qu'il prend, s'agit- ça prend du temps justement pour la fabrication d'un vaccin, ça prend du temps aussi pour l'inoculation aussi, donc c'est des processus assez fastidieux aussi. Oui, en tout cas, mon procédé comparé au procédé, au traitement classique par le sérum antivenin fabriqué par des protéines extraites de sérum de cheval, la différence c'est que d'abord, ces extractions de protéines reviennent extrêmement cher. Très cher et il faut qu'il soit viable aussi, Ensuite, donc il a une y durée de vie durée aussi. de vie limitée. Et enfin, il y a une dangerosité qui fait qu'on ne l'utilise que dans les cas extrêmes. Parce que ce sérum peut créer une réaction anaphylactique qui peut être mortelle. Exactement. À l'inverse, le traitement que je propose, et s'il est un jour diffusé à grande échelle, reviendra très peu d'argent. Oui. Parce que c'est du sérum salé isotonique, de l'eau salée. Et ça coûtera très peu Voilà. le prix d'une C'est en boîte de fait la chewing-gum. technique qui a été donc ingénieuse dans le geste chirurgical peut-être que vous avez donc mis en place. On va voir peut-être la vidéo puisque vous avez donc une démonstration pour mieux donc schématiser et comprendre et expliquer aux téléspectateurs ce qu'est le processus que vous avez mis en place. Ce processus qui est normalement de repousser le venin à l'extérieur du corps une fois piqué par un insecte ou un animal, c'est cela. Alors, je l'ai sur, Vous l'avez pas sur l'ordinateur? sur l'ordinateur, j'y arrive pas parce qu'il me faut le Wi-Fi. Et que C'est compliqué. Je ne sais pas si on va y arriver. on va y arriver, Oui. regardez. Alors, non, vous le mettez à la caméra. Là, Ouais, on va est-ce qu'on essayer. peut zoomer là-dessus? On va essayer. Je vais C'est le parfait. remettre. Alors, Je ne le remets bougez au plus. début. On va voir. On va enlever la main peut-être. Voilà. Allez-y. Voilà. Là, j'ai injecté du bleu sous la peau, D'accord. comme le ferait un scorpion, avec une D'accord. aiguille très fine. Ensuite, j'injecte dessous du sérum salé isotonique, comme on le fait avant une liposuction. Oui. Ensuite, j'incise la peau D'accord. pour faire un Donc, petit trou. le point, c'est en fait C'est là le- où la pique. Il y a Là eu où la ça a été piqûre. piqué. D'accord. Et ensuite, j'injecte plus de sérum sous la peau, et on voit que le bleu ressort. Oui, Il est poussé. tout à fait. Il est poussé dehors par le volume de liquide qu'on injecte. Voilà, Alors quand on voit ça, on a la preuve de l'efficacité. c'est ça. Voilà.
Et ça, c'est une patiente qui est destinée à faire une liposuction et qui a accepté qu'on fasse sur elle cette démonstration. Je l'ai faite d'ailleurs sur 10 patientes qui ont, pour un congrès à l'association Asie-Pacifique de toxicologie, et le document, enfin mon abstract a été accepté. Pour des raisons familiales, j'ai pas pu y aller, mais je le présenterai à un prochain congrès. D'accord. Alors maintenant que vous avez donc mis en place ce processus, vous l'avez breveté, vous l'avez même présenté à la Société aussi de médecine internationale. Donc est-ce que ce processus peut être acheté et peut-être utilisé ailleurs? Ou les essais peuvent être faits aussi ailleurs? La protection est internationale, monde entier, c'est-à-dire États-Unis, Afrique, etc. Donc un brevet comme celui-là concerne le monde entier, d'une part. Et deuxièmement, ne concerne pas que les gens piqués, comme potentiels clients, mais tout le monde, puisqu'il faut l'avoir à la maison. Il ne s'agit pas d'attendre d'être piqué pour l'avoir. Et donc c'est énorme comme marché potentiel. Exactement. Voilà. Et justement, c'est vrai que si ça doit vous faire plaisir en tant qu'innovateur. On va peut-être tourner on va le fermer, voilà. On va fermer votre ordinateur pour qu'on puisse mieux vous voir, puisque là, on a pu voir la vidéo. On a pu aujourd'hui découvrir un nouveau processus et ça donne aussi l'espoir à d'autres médecins de pouvoir innover dans le domaine et proposer des solutions, puisque vous êtes sur place, vous savez exactement où est le mal et comment pourrons-nous agir. Pouvez-vous agir directement sur l'individu, sur le corps humain et sur, bien sûr, le protocole que vous pouvez mettre en place dans ce domaine? J'espère bien sûr que ça intéressera. Bien sûr, le ministère de la Santé est déjà intéressé, mais j'espère que les choses vont s'accélérer un petit peu. Puisque ça fait quand même 10 ans que vous y travaillez. Oui. C'est quand même assez longtemps. C'est long. Oui. Il y a un peu de ma faute parce que je suis occupé par mon activité professionnelle aussi. Et puis que peut-être un gros laboratoire, une firme importante pourra y mettre les moyens. Voilà. Parce que moi, c'est à titre personnel que je le fais. Et à titre expérimental, mais pouvoir faire, bien sûr, accélérer les choses pour le faire à grande échelle. Au fond, faire les essais sur le mouton, ça demanderait juste quelques jours. Et la preuve serait faite. Et ça prend du temps parce qu'il faut demander des crédits à l'Envredette, qui est l'organisme qui finance les innovations, ensuite avoir l'accord du ministère, ensuite courir à droite à gauche. Les laboratoires pour pouvoir faire les essais, bien entendu, et surtout trouver la compatibilité avec l'humain, surtout. Alors, les essais. C'est déjà compatible. On veut juste prouver que ce n'est pas nuisible en injectant localement quelque chose, ça ne provoque pas de complications, et que c'est efficace, c'est-à-dire que ça diminue les risques de ces piqûres ou morsures venimeuses. Vous allez faire appel à une industrie aussi, puisque vous dites que ça sera une petite machine, un appareil. Un petit appareil, c'est lui qui se chargera de piquer et de retirer le venin, c'est cela? Oui, j'ai contacté une firme algérienne qui fait les poches de sérum, des seringues, etc. Et la personne qui était chargée de me parler m'a dit « Pour nous, c'est très facile. On investit je ne sais combien, une grosse somme, et on a une grosse machine dans laquelle on met les ingrédients d'un côté et qui vous sort les kits tout près de l'autre. Mais avant de faire un tel investissement, on attend que vous ayez apporté la preuve, que vous ayez l'autorisation de l'utiliser. Tout à fait. J'ai bon espoir. Voilà, Inch'Allah. En tout cas, on vous souhaite de réussir et toujours de continuer dans la recherche et de l'innovation, ainsi que tout le secteur, bien sûr, de la santé qui pourra donc apporter et sauver surtout des vies. C'est très important parce que c'est, je pense, la période où on fait des campagnes anti-scorpionie, c'est cela? D'ailleurs, c'est une période très importante où, bien entendu, on prévient parce que c'est là où l'insecte, en fait, le scorpion est le plus répandu. Oui. La saison commence avec les mois les plus chauds. Au mois de mai, ça commence, juin, juillet, c'est les périodes les plus chaudes, les plus fortes à risque. Voilà, plus fortes à risque. Et les professions exposées, vous en avez parlé tout à l'heure, ce sont surtout les fellahines qui travaillent dans le sud et qui mettent les mains dans les herbes et qui peuvent
malencontreusement se faire piquer Exactement. au niveau des mains. Voilà. Et même les enfants, parce qu'ils ne savent pas, les bébés aussi. Quelquefois, on n'arrive pas à savoir s'il a été piqué ou pas. Oui, c'est très dangereux. En tout cas, merci beaucoup à vous. Je rappelle, professeur Karim Cherif Zahar, vous êtes donc chirurgien. Kamel Cherif Zahar. Vous êtes donc médecin et chirurgien plastique. Et vous êtes donc à la tête. Donc, cette innovation, on souhaite bonne chance. Merci beaucoup. À très bientôt. Restez avec nous, on va suivre ensemble un reportage. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux animaux et aux animaux de compagnie avec ce gros plan et surtout portrait de Heifa Rezaghi qui s'est intéressée à ce métier de vétérinaire. C'est ici que les chiens et chats errants trouvent refuge dans le cabinet vétérinaire de Heifa Rezaghi. Elle les soigne, les nourrit. Et une fois que ces êtres fragiles retrouvent la santé, ils sont placés au sein d'une famille. Le cabinet que j'ai sacrifié que pour les animaux errants, afin de les soigner. Je les soigne ici, je ne garde pas les animaux, je les soigne jusqu'à guérison et j'essaie de leur trouver une famille. هذه سي نعجة كانت عينها خارجة فمها مكسر داروا لي على هذو كاع سي دي زاليرت ماشي انا اللي يروحوا لاباج تاعي يديروا لي لاليرت بالاقي هذه القطه الا كانت عندي بلاصه نجيبها. Sensible à la fragilité de ces animaux, Heifa a toujours voulu être vétérinaire. Depuis sa tendre enfance, elle sauvait déjà les animaux domestiques en détresse. Mon premier sauvetage, c'était à l'âge de 7 ans. J'habitais aux Indes. Il y avait un chiot qui était maltraité par des enfants. Donc j'ai pris le petit chiot, j'avais l'âge de 7 ans. Bon, je ne pouvais pas le prendre, on m'a dit il faut qu'on le vende. Je suis partie, j'ai pris l'argent de ma mère et je leur avais payé. Pour organiser ces actions, Dr Rezaghi a même lancé une campagne d'identification et de vaccination des animaux errants dans la ville d'Alger. Le mois de Ramadan passé, on a fait 2 jours, à 15 jours d'intervalle. Alors j'avais les médicaments, les vaccins. Et on est parti de Sahchada jusqu'au 1er mai. On a vacciné les chats, on les a soignés, on a eu le contact avec les gens, on les a sensibilisés. C'était magnifique. Et moi-même, comme projet pilote, il y a quelques années, j'avais stérilisé des chats de quelques quartiers populaires. Au-delà d'une passion, Dr Rezaghi est la présidente d'une association de protection des animaux, Al-Rifqa. Elle a même loué ce très grand espace pour pouvoir abriter et soigner des chiens blessés. Ici, c'est un petit terrain que j'ai loué. C'est avec mon propre argent et grâce aux donateurs. Il ne faut pas aussi que je leur dis merci. Grâce à eux, ces chiens ont trouvé sécurité. Et comme vous voyez, à chaque fois, il y a des problèmes. Soit les vaches qui se déchirent, à chaque fois, on n'arrive pas à être stable avec l'abri, parce que ce n'est pas un refuge, c'est un abri temporaire. C'est-à-dire les chiens que je ramène, ils ont été traités en attendant leur famille. Ce n'est pas mes chiens. Alors, vous cherchez les familles ou il y a des gens qui viennent vers vous? Comment ça se passe? Parfois, c'est des bouches à l'oreille, parfois sur ma page. Parfois, je mets un peu partout, les gens en parlent, comme a dit Rachid. Il y a des gens qui viennent ici, ils ont besoin de chiens. Surtout que je leur avais appris l'idée de stérilisation. Une chienne stérilisée, c'est une très bonne chienne de garde. Et elle est vaccinée et elle est toujours bien portante. Nos chiens tombent rarement malades. Suite à un signalement, cette dame bénévole s'est déplacée jusqu'à Blida pour récupérer ses 3 chiens abandonnés. C'est une alerte de Blida. كانوا حيقتلوهم donc قلت لهم جيبوهم لي. C'est vrai que بانوا لي صغار mais là ils sont âgés donc je suis obligée de les vacciner. نغلق عليهم الجهة الأخرى espérons ما يهربوش برك. هذه كاين الناس بزاف راهم غالطين يشوفوها تجيب الكلاب مرض وتداويهم. هذه تحمي الكلب وتحمي البنادم. باسكو علاش كلب برا مطلوق حاجه الاولاد الدراري يروحوا يشدوه. ابري هذاك الكلب يقدر يجرح هذاك الطفل ما يقولش لدارهم بلي جرحني كلب. فهمتي كيفاش؟ يبقى بهذاك الاخر حتى ابري هذاك الطفل يتحكم له عن مالادي.
تغطيه من غدوه لغدوه تطلقوا ولا تمدوا للناس هذاك الكلب يكون بلي فاكسا تاعو بالكارني تاعو ابري شتها تروح منها تشقم كي تمد لك كلب تسوي فيه الا لقيتك متهلي فيه ياكل بياه وندروه مليح راه تخليه لك اذا لقيتو خسرته ولا عفسه تجيبو هذه طبلانه ما نكرموها والله غير نكرموها باسكو علاش هاي تخدم فيه خدمه والله ما يخدمها راجل وتسمع كلب شوف نزيد نحكي لكم حاجه طيب الماكله تديها تروح لي زومبيرون وين جات هنا في الجي غابه وين كاين الكلاب تحط لهم الماكله يجوا ياكلوا هذيك الماكله ويروحوا هذوك الكلاب. Aider un animal en détresse est le combat quotidien du docteur Heifar Zaghi. Et son grand cœur dépasse toute attente. C'était un reportage de Anissa Bouzid qui nous a fait découvrir cette dame qui a un cœur, un grand cœur, qui s'intéresse aux animaux et surtout aux animaux errants. Là, nous allons parler d'animaux de compagnie, d'animaux de chasse, avec bien sûr une profession très encadrée. Yazid, notre journaliste, l'a rencontré. Il est éleveur et surtout, il s'est spécialisé dans ce domaine-là depuis déjà quelques années. Il est resté donc en Slovaquie. Eh bien, on va le présenter tout de suite. Il s'agit de Monsieur Karim Benaoudia. Bonjour. Aslama, bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagné d'un petit bichon maltais. Un bichon maltais, c'est exactement la taille toy. Oui. Il reste à peu près, il peut avoir maximum 1,8 kg. Oui, il vient, ça fait pas très longtemps qu'il est né, donc il a 9 semaines. 9 semaines, quand même. Oui, 9 semaines, vacciné, même il a une piste ici. Oui. Il a tout. Il a tout. Oui. On va parler de cette profession. Oui. Vous êtes venu également avec Monsieur Farouk Benaoudjit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous travaillez avec Monsieur Benaoudia. Vous êtes donc dans la même lancée. Vous travaillez avec les animaux depuis quelques années. Et vous avez ouvert un nouveau showroom en Algérie, assez particulier, tourné vers la modernité aussi, et surtout vers les normes de profession. Exactement. Ça, ce que je veux dire, ça c'est un top showroom. Oui. Oui, ما نحشموش به باش نقولوا عندنا showroom. هذا الشوروم هذا vous pouvez le voir à Londres, en Espagne, en France. Normalement, même les Français m'ont dit chapeau. Les Espagnols m'ont dit chapeau. Parce que vous avez travaillé, vous êtes parti en Slovaquie, vous aviez tout juste 18 ans, vous avez travaillé dans ce domaine? 24 ans. Pardon, 24 ans dans le domaine هذا. Je connais toutes les races, ce qui concerne les chiots et les chats. Vous étiez un des exportateurs vers l'Europe? Un grand exportateur. J'ai exporté vers l'Espagne, vers la Belgique, la France et le Portugal. Oui. Ça fait presque de 24 ans, ça c'est mon métier. Oui. Et avec plaisir, j'ai ramené mon savoir-faire ici en Algérie. Oui. Les Algériens, ça ne veut pas dire un caniche qui m'allume les Français, un caniche. اللي يهضر معاك يقول لك عندي ان كانيش حبيت نقول لهم كانيش سيتي نغاس وي انا في لاجيري هنايا كي نشوف لي جون كاع واش يعرفوا واحد 10 12 غاس il existe في راس il existe 368 races enregistrées. C'est vrai. Et un pédigré pour chaque race, pour chaque espèce. Oui, avec pédigré, sans pédigré, pure race. Hein. Je garantis pure race. Il y a eu un énorme trafic à une certaine époque à l'étranger. Pour ce qui est donc des animaux, on a pu voir des scandales autour donc du trafic d'animaux de compagnie. C'est inhumain, c'est horrible. Vous travaillez justement dans les normes pour essayer de stopper tout cela. Chez nous, nous n'avons pas ce genre de choses. Regardez comme il est mignon, attachant. Tous les enfants qui sont en train de nous regarder vont craquer aujourd'hui. C'est pourquoi pas. La question, c'est une bonne question. Oui. Concernant le trafic. Oui. Le trafic, j'ai exporté plusieurs fois, j'ai exporté des petits camions avec les normes internationales. Bien sûr. Les animaux que tu exportais l'Espagne, je passe sur la France. Mais ça m'a dit les animaux de la France. D'accord. Quand je passe, il y a les gendarmes. Wesh, ils diront le contrôle. D'accord. Il y a des gendarmes, ils donnent les chiens تاعنا. Ils donnent gratuit, un cadeau. Oui. D'accord. Après, quand j'ai exporté des quantités en Espagne, les éleveurs français, ils ont manifesté. Parce que les Français, ils chirent les animaux slovaques d'origine slovaque, ils chirent moins cher, ils chirent la Slovaquie, ils chirent l'Espagne, où ils déclarent la France. Ils donnent les papiers, où ils déclarent en français. Et après, ils ont des trafiquants.
Oui. C'est un énorme trafic, oui. Alors que ce sont des êtres vivants. Bien sûr. Qu'il faut manipuler avec aussi prudence, et c'est des races, et c'est des êtres vivants fragiles. Exactement. Voilà. Alors on va parler un petit peu de votre... vous allez nous parler de votre travail au sein donc, du showroom. Bon, moi je suis côté commerce. Moi je suis commerçant. Oui. تعرفت على كريم في برشلونة. مع الاول شفتو dans un magasin qui vend des chats, des chiens. Bon, au début انا كي شفتو انا ما عرفتش قال لي عربي، حتى لو كان ما نهضرش بالعربيه ما نفيقش. وي. داكور. ومن بعد بروبوزيت لاختي واش رايك لو كان نجيبوا لو سافوار تاعك نجيبوه لالجيري. وي. بون كان خمم ومن بعد اللي داكور وجبنا le savoir تاعنا ان شاء الله. Très bien. Eh bien, on va voir tout ça en images, puisque Yazid Aït Mahidine est venu vous rendre visite au niveau de votre showroom, nouveau, assez original aussi dans sa façon de présenter. Regardez, on se retrouve juste après. Un style de vie raffiné, cet attachement des Algériens et cette passion pour les animaux de compagnie, des pratiques sociales ancrées dans le paysage urbain. Lui, c'est Kerim Benaoudia, un Algérien installé en Slovaquie qui a traduit sur le terrain son savoir-faire en matière d'élevage des chiots et des chatons de race. Grâce à mes expériences de 24 ans, j'ai une occasion de venir descendre en Algérie, faire savoir-faire تاعنا للجزائر. Je dis pourquoi pas je نحل un showroom. Je pense que ce showroom c'est un unique showroom en Algérie, même en Afrique, continent africain. Yorkshire Terrier, Loulou Pomerania et le chat british, autant d'espèces racées élevées dans un cocon d'aisance. Le premier showroom d'animalerie ouvre ses portes à Benaknoun avec consultation vétérinaire et formateur d'éleveurs. Je suis éleveur depuis 1996. Je suis un éleveur normal, les races normales, les races big, les races les chiens de chasse, les chiens de compagnie. Petit à petit, 1999, j'étais le numéro 1 exportateur algérien en Europe. J'ai exporté beaucoup des animaux vers l'Espagne, Portugal et même la France. C'est un énorme plaisir d'être ici pour un début, parce qu'on aime tous les animaux. Alors les jouets ici servent à divertir nos animaux. Par exemple, s'ils sont stressés ou bien, je sais pas, ils sont un peu malades là, ils servent à les divertir, jouer avec et leur changer un peu les idées. Les races اللي عندي هنايا عندي لولو بوميرانيا، j'ai le bichon maltese, عندي le carlin, j'ai le shiba inu, j'ai le akita inu, j'ai le yorkshire, واش تاني واش عندي عندي le jack russell. La passion pour un animal de compagnie demeure une véritable thérapie, une véritable communion du genre humain et du genre animal. Voilà, on a pu voir un petit peu la démonstration de ce showroom et surtout toutes les espèces que vous avez à l'intérieur de ce showroom. Là, j'ai pas pu résister, je l'ai ramené vers moi parce que c'est vrai que ce sont donc des animaux de compagnie très très attachants et qui apportent qui procurent une stabilité aussi chez une famille. D'ailleurs, les enfants sont toujours très attachés aux animaux parce que quand c'est des enfants malades, ça leur apporte beaucoup de réconfort. Oui, exactement. En Europe, pourquoi les animaux? Les animaux ولاو حرام ولهاد كيفاش واش يديروا les animaux. يمدوهم كهم كادو. الولاد تاعهم يديروا un cadeau, un petit cadeau. D'accord. Le petit enfant de 12 ans, 13 ans, 14 ans يعطوا له un cadeau. يعطوا له un animal. يولي يقرا له ولا كان يقرا بيان يولي تري بيان. ويولي ملي يكون يدخل عنده الانيمال تاعو ما يروحش لبرا يلعب ولا يروح يتبع الدخان ولا يتبع لي فوايو يبقى توجور في بلاصتو عنده الانيمال تاعو قاعد معاه. Mais bien sûr, il faut toujours bien s'en occuper. Il faut que justement l'enfant puisse être responsable de cet animal, puisse s'en occuper convenablement. L'animal, c'est facile de le racheter, mais avant de le racheter, il faut penser. Bien réfléchir. Il faut bien... Il y a des contraintes. Oui, شوفوا اللي عندكم l'espace. ما تنجمش un petit chien ديرو في un appartement de 20 mètres carrés, exemple.
وثاني خمم توجور واش تمثلو ياكل كاسكي المونش كاين Par هنايا exemple, ce petit وي ان animal, اكزومبل il وي est tout jeune. Normalement, est-ce qu'il est sevré ou pas encore? Non, il est, sevré? oui, bien sûr. D'accord. Qu'est-ce qu'il mange? Je donne que la croquette. Et un peu des pâtés, c'est tout. Je donne pas les spaghettis ou la de macarons, on a ça. D'accord. Oui. Donc. Surtout pas de sucrerie pour les animaux. Oui. Les petites tailles, il faut de l'eau, du miel, un peu. Parfois, il y a des sucre. Les petites tailles, par exemple, le bichon maltais, exemple, le Yorkshire Terrier, le loup poméranien, ils ont un problème. Qui ont l'âge de 2 mois, 3 mois. Après, ils n'ont un problème. Alors, ce qui fait rire, il faut tout dire quand on va acquérir justement un petit animal de compagnie. C'est-à-dire qu'il faut tout expliquer, tout le processus d'élevage et comment ça se fait. Comment... Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que quand moi j'ai eu mon petit bichon, l'animal perdait ses dents parce que c'était un petit animal. Et moi, je croyais que ça y est, il allait perdre ses dents. Il change à partir de 6 mois. 6 mois, oui, bien sûr, exactement. Et il retrouve d'autres dents. J'avais paniqué en voyant le petit animal perdre ses dents. Oui, ça c'est normal. Oui. Alors on parle aussi de ces espèces et comment se fait aussi les nombreuses espèces que vous avez au showroom. J'ai plusieurs races. J'ai exemple, si on parle, j'ai exemple le poméranien, j'ai le Jack Russell, le bulldog français, bulldog anglais, j'ai le carlin. Vous avez des canins, vous avez des félins. Oui, exactement. Quoi d'autre? C'est tout. Spécialisé. Chien-chat. On n'a pas voulu mettre les oiseaux, mélanger quelque chose. Uniquement ça, spécial. Qui n'existe pas. Ici en Algérie, alhamdoulilah, on existe. Et vous avez tous les produits pour ça? Tout. Les antipuces, les shampoings spéciaux? Il suffit juste de présenter, de venir. De voir. Oui. Et donc, depuis que vous avez ouvert, le showroom est toujours plein. On peut venir visiter, les enfants sont ravis. Tout le monde, vous n'allez rien à perdre 5 minutes, mais vous allez découvrir beaucoup de choses. Alors, vous donnez aussi des conseils pour l'élevage quand ce sont donc des races un peu spécifiques? Comme là, c'est un petit être bichon, c'est assez simple, mais d'autres, c'est peut-être plus compliqué. Non, il y a, qu'est-ce que je dis, il y a 3 types de races, 3 types de chiens. Qu'il y a un chien de compagnie de petite taille, qu'il y a un chien de traite, de travail, exemple le berger allemand, le malinois, le schnauzer. Et qu'il y a la 3e race de garde, spéciale de garde. D'accord, vous avez la chasse aussi? La chasse, bien sûr. Oui. La chasse, exemple, le dalmatin, le setter irlandais, il y a plusieurs. Est-ce qu'il y a des races protégées que vous avez au sein donc, Ça veut dire? Je ne sais pas, les slougis par exemple? Les slougis, mais c'est pas comment si quelqu'un il veut le sluggy, il peut le avoir. Toutes les races. Je ne voudrais pas qu'il tombe. Hein? Non. Il est peur. Voilà. Il est stressé. Ouais. Non, ça va, hein. Il tremblait au départ, maintenant ça y est, il tremble. Oui, ça y est. Alors justement, vous avez donc spécifié, les personnes viennent acheter, donc vous surveillez, vous donnez des conseils? Une consultation, je donne un service total, un suivi total. Ça veut dire, par exemple, s'il vient un client, il veut un chien, il dit... Je sais pas, dans un appartement, un chien. D'accord, tout dépend. L'appartement, qui est à 30 mètres carrés ou 100 mètres carrés. Donc, je peux une petite taille. S'il a un grand jardin, il veut de la garde, un exemple, un Rottweiler, un Caucase. D'accord. D'accord. C'est pas, le plus important, c'est pas acheter uniquement l'animal. Il faut toujours penser le futur تاع l'animal هذا وين ولا تشري عليها un animal تشري تجي الشورم تشريه وتلوحو non ما خلي دراهم عندك non laisse-le tranquille non un animal vraiment c'est une responsabilité totale vraiment une responsabilité donc la max responsable à l'animal il vaut mieux ne pas s'avancer.
Il y a eu beaucoup donc, de cas comme ça, vous avez eu depuis? Non, en Europe, oui. Oui, 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 qui est la protection des animaux. Ils sont très sévères. Hein. Ils sont très sévères. Moi, je collabore avec eux. Je collabore. Il y a des cas. Il y a un animal, il a 9 semaines, donc il exemple 6 mois. يكره منه كاع يقول لك يا خلاص سي بون واش يدير كيسكيل في يفي لانونس باش يبيعوا باش يليكيدي سينو يلوحوا دوكا علاش لي زوروبيان علاش خرجوا لا بيس الكترونيك انت ما تلوحي لانيمال تاعك انت خلاص تقولي لحقته بصح كي يلقاوه يدوه لا بروتيكسيون دي زانيمو يلقاوه بلا بيس هذيك يلقاوه شكون مولاو يعطوا له une pénalité une amende. Bien sûr. Donc, alors justement ce sont des animaux qui ont donc une puce électronique qui permet peut-être à vous de pouvoir les retrouver ou le un GPS, il y a une puce GPS, oui. Ça c'est autre chose, mais on peut le trouver, on peut solutionner ce problème pour le client. Donc je donne toujours un conseil pour les clients. Les clients, il faut oublier caniche. Caniche c'est une race. Attention. Un chien ما يعرفوش يجوا للشوروم نقول لهم واش من لا راس عنده s'il veut n'importe race on peut le ننجموا نعاونوه. On donne des conseils, vous donnez des conseils. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance pour votre profession. Merci. Je sais qu'il y a des prix, donc c'est des normes aussi. Bien sûr, sur les normes, c'est des prix établis. Prix meilleurs ce sont quand même des races quelquefois plus chères que d'autres. Oui. Voilà. En tout cas, merci. Un dernier mot peut-être de votre participation avec... J'espère que ça va marcher, Inch'Allah, parce que en fait, on a démarré juste pour l'idée. Moi, je suis côté commerce, lui, il est côté savoir. Oui. J'espère que ça va marcher, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, on vous souhaite bonne chance et je suis sûre que beaucoup de personnes vont venir après votre passage aujourd'hui et vont craquer à travers ce passage et surtout les animaux que vous avez présentés. Eh bien, on vous invite tout de suite à suivre un reportage. On va parler des enfants actuellement tout de suite avec ce reportage, prise en charge des enfants autistes. C'est un reportage et une enquête qu'a réalisé pour nous Sabrina Khlifi. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental. Il peut se manifester entre 1 et 2 ans, touchant les garçons plus que les filles, affectant différents champs du développement de l'enfant, moteur, sensoriel, sociabilité et langage. Une éducation adaptée comporterait la mise en place de repères structurants, une compensation partielle des déficiences et d'une stimulation des compétences pour mieux les développer. Pour ce faire, les professionnels possèdent différents outils de travail qu'ils mixent souvent entre eux pour s'adapter au mieux à l'enfant et aux objectifs d'apprentissage fixés. À l'exemple de la crèche Al-Mourouj de la CNAS qui leur a consacré des salles de travail spéciales. Oui, on a aménagé cette salle pour les enfants qui ont de troubles, qui ont des besoins spécifiques. On a inspiré des approches d'ABA, Chopler, Touch, plusieurs approches. On a un matériel de Montessori. On travaille sur des axes, l'imitation, la motricité générale et la motricité globale, la perception visuelle, que ce soit visuelle ou le langage, la cognition surtout. Il y a des jeux éducatifs. L'autonomie, on travaille sur l'autonomie. Là, on est en train de travailler sur l'autonomie. C'est des gestes quotidiens que l'enfant doit pour s'habiller. C'est vraiment pour le fonctionnement. Ryan. Voilà. Il faut qu'il apprenne à ouvrir et à fermer. Allez. C'est surtout l'autonomie qu'il apprenne. Ryan. Voilà, il faut qu'on fasse le geste pour qu'il nous suive automatiquement, qu'il apprenne. Mais c'est des gestes très simples. Donc, dès qu'il est ici, l'enfant, et surtout, on est dans le visuel. Et surtout avec l'enfant, c'est dans le visuel. Voilà. Donc, dès qu'il réussit quelque chose,
il est tout content. Il faut vraiment lui montrer qu'il a réussi à faire la chose. Et pour nous, il n'y a pas de différence. Tous les enfants sont normaux et voilà. النشاط تاعي اللي راني نقوم به هو نشاط حسي حركي، يعني علاقة ما بين تنسيق ما بين البصر واليد، والهدف منه تربية المهارة اليدوية. والنشاطات هذه متعمدة على الحركة العامة، نشاط بايزون ملء وفرغ الصندوق، تركيز على عملية بايزون لعبة هذه الصيد، نصطادوا هكا السمك ونخرجوهم. كاين ألعاب أخرى متنوعة. Tiens, هاكي باسكو كنتي شاطرة. Très bien, شاطرة. On est en train de faire l'enfilage avec l'enfant. C'est de la psychomotricité fine. Et ça l'aide ça favorise la coordination oculo-manuelle. On a aménagé pour assurer une bonne prise en charge à ces enfants-là. On a aménagé 3 salles, une salle de psychomotricité. Là, on a un programme hebdomadaire spécifiquement à cette tranche d'enfants. On a aménagé aussi un atelier de relaxation et de détente pour ces enfants-là au moment d'agitation. Des fois en classe, les enfants sont agités. Autre axe de la prise en charge des enfants autistes, leur intégration dans un milieu ordinaire. Les autres enfants sont un fabuleux modèle à suivre pour progresser, à condition que cette intégration soit bien accompagnée. Voilà, le mois d'avril était consacré justement à la sensibilisation autour donc de l'enfant autisme. Nous allons continuer à parler surtout de la prise en charge des enfants et surtout comment optimiser les compétences mentales donc de l'enfant avec notre médecin et surtout notre orthophoniste qui est avec nous, qui est aussi dans le domaine médical, orthophoniste et psychologue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes donc Imen Matouk. Vous avez donc fait votre formation en orthophonie, c'est cela? Exactement. Et vous êtes un petit peu aujourd'hui spécialisé dans tous les troubles qui touchent l'enfant. Qui touchent l'enfant, exactement. L'enfant et l'adulte. Hein. Oui, l'enfant et l'adulte. Personnes qui présentent des problèmes, des troubles qui concernent la communication en général. C'est ça. Voilà. Et vous avez donc ouvert un centre depuis 2012. Vous travaillez. Exactement. Depuis 2012, donc il y avait plusieurs étapes. Il y avait une mutation, on va dire. C'est-à-dire que c'était juste un cabinet d'orthophonie et maintenant c'est un centre multithérapie qui propose plusieurs disciplines, plusieurs spécialités qui concernent tout trouble qui touche la communication. D'ailleurs, le centre, c'est Communiquer Plus. Tout à fait. Et d'ailleurs, le plateau précédent, on a vu donc des animaux, les animaux de compagnie. On sait l'impact qu'a l'animal sur la santé donc de l'enfant et surtout comment ça peut influencer sa guérison quand ce sont des enfants malades. Vous proposez même des thérapies avec les animaux. Exactement. Maintenant, ça devient thérapeutique. Ça devient vraiment. Il y a un objectif thérapeutique derrière l'intégration d'un animal de compagnie dans la prise en charge des enfants. Notamment, il y a ce qu'on appelle l'équithérapie. Donc, à travers le contact avec les chevaux, on arrive à développer des compétences motrices et des compétences d'équilibre ou en général de communication. Calmer aussi l'enfant. Calmer, l'apaiser. C'est vraiment un bel échange qui s'opère entre l'animal et l'enfant, surtout qui est malade. Un enfant qui présente des troubles de communication. Tout à fait. Donc, ce contact avec l'animal va vraiment beaucoup l'aider à s'intégrer. Voilà. En tout cas, bien entendu, pourquoi pas aussi parler de cette nouveauté que vous avez introduite au niveau donc, de ce centre, une thérapie. Vous parlez donc de la carte du cerveau, qui est en fait une carte qu'on arrive à maîtriser.
Exactement. Alors, au centre, on a de plus en plus, c'est-à-dire un besoin ou des demandes, que ce soit des parents ou des enfants qui présentent des difficultés à apprendre, à mémoriser. C'est-à-dire des informations, à les structurer, à aussi c'est-à-dire les récupérer pendant la situation d'examen. Et là, on est vraiment plein, à la veille, période exactement d'évaluation et d'examen. Donc, on a proposé un atelier de mind map, c'est-à-dire la carte mentale ou la carte heuristique, qui va faciliter la mémorisation des informations, la structuration aussi des... C'est bon même pour les adultes, ça. Oui, c'est très bon pour les adultes. Oui. C'est vraiment pour tous. Mais cette fois-ci, c'était pour des enfants de plus de 8 ans. Il y avait 2 sections, donc 8-10 ans et 12-16 ans. Voilà. Et c'est la première fois que vous avez proposé cet atelier? D'habitude, on le propose en thérapie, c'est-à-dire en individuel, parce que nos séances sont en individuel, et donc on l'intègre dans nos projets thérapeutiques. Mais cette fois-ci, on a voulu vraiment partager ça en atelier. En plus grand nombre d'enfants. Exactement, et surtout qui avait quand même une certaine dynamique de groupe, et un partage d'expériences. Oui, et c'est ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ça fonctionne sur un enfant par rapport à un autre. Exactement. D'ailleurs, l'objectif de l'atelier, c'était que les enfants comprennent leur fonctionnement en apprentissage. Il y a ceux qui apprennent en répétant, il y a ceux qui apprennent en réécrivant. Exactement. C'est des profils sensoriels. Donc, ils ont compris qu'ils ont un profil assez différent l'un de l'autre. Il y a ceux qui sont auditifs ou visuels. Mais la carte mentale va vraiment les aider à encore intégrer d'autres inputs sensoriels, pas que l'auditif ou le visuel. Très bien. Bien, on va voir tout cela en démonstration, puisque notre journaliste Nour Houda s'est déplacée au niveau du centre et a pu donc comprendre cette nouvelle technique d'apprentissage. Regardez. Certains troubles comportementaux liés à certaines pathologies psychologiques sont vite négligés par les parents par manque d'informations ou d'expérience. Pourtant, certains centres multithérapie comme celui-ci proposent des services multiples et complémentaires pour la prise en charge de ces troubles. Le centre multithérapie Communiquer Plus est un espace qui propose plusieurs disciplines qui peuvent être combinées selon le besoin de la thérapie ou le besoin de la clinique. Les différentes spécialités sont l'orthophonie, la psychothérapie, l'ergothérapie, la psychomotricité, la psychoéducation et le coaching familial, ainsi que l'intégration des enfants en milieu de garde. L'orthophonie, à titre d'exemple, est très demandée suite aux troubles de langage que les enfants peuvent présenter. Les approches et les méthodes thérapeutiques diffèrent d'un cas à un autre. Je suis une orthophoniste, je prends en charge les enfants de 2 ans à 15 ans. On a beaucoup de méthodes de travail, ça dépend du trouble. Par exemple, le cas de Manel. Manel, elle a un trouble de langage. Son programme va se baser que pour le langage, parce que Manel, d'ailleurs, elle est stable. Donc, elle a la stabilité. Le langage. On a des matériaux spécifiques, par exemple le schéma corporel, c'est pour la psychomotricité fine. Donc, le schéma corporel, l'image de soi. D'autres méthodes thérapeutiques sont exploitées pour la prise en charge des différentes pathologies. Cela dit, ces méthodes, dans certains cas, peuvent être complémentaires. Ici, par exemple, on parle d'orthophonie associée à la motricité fine. Tout ça, pour les enfants, pour dégager, surtout pour développer son langage. On joue, par exemple, elle fait balançoire, elle chante, elle cante, par exemple, Pour les parents, les résultats sont très vite relevés. Je voudrais vous parler du cas de ma fille qui a des troubles sur le plan cognitif et psychologique. J'ai découvert sous le conseil de sa psychologue ce centre qui me rend énormément de services puisqu'elle est prise en charge sur tous les plans. Orthophonie, psychomotricité, psychologie. الهضره ما تهضرش مليح هذا ما كان هذا واش عندنا سونتر هذا بيح بيقول ان اونفون كي يكون ناقص في حاجه يجي لهنا يكملوا يديروا يكومبليتيو في
كما يقول في الحياه الشخصيه تاعو. هذه هي. تحسوا ليفولوسيون ديال بيان سور نحس، كون ماشي نحس ما نجيش. لا بروف هنا نورمال يسوي فيه حاب يقول لي نشوف في بنتي كاين تحسن. En marge de la prise en charge psychothérapeutique, certains ateliers destinés aux enfants scolarisés de 8 à 15 ans les initient aux méthodes d'apprentissage et de concentration, dites le mind mapping. Un atelier qui s'intitule Apprendre à apprendre par les mind maps, à travers les mind maps. Alors c'est vraiment donner un outil ludique et opérationnel pour les enfants, pour mieux mémoriser, pour mieux structurer leurs informations, surtout en période de révision et d'examen. Afin que l'atelier soit plus efficace, 2 sections d'enfants en fonction de leur âge ont été organisées. L'approche du mind mapping reste la même, mais la méthode diffère en fonction de leur capacité d'assimilation. Dans ma section, c'est un atelier qui consiste à la carte mentale. Voilà. La carte mentale, c'est الخريطة الذهنية ou le mind map. كل واحد واش يحب يسميها. Alors c'est une technique qui aide les enfants à bien mémoriser les informations, à résumer leurs leçons et à faciliter l'apprentissage en général. Comment les 2 hémisphères cérébraux se fonctionnent et comment on va aider le cerveau à mieux mémoriser ou bien à apprendre des choses qui sont avec des couleurs ou bien des formes, des images. Et pour cela, l'enfant va apprendre en même temps. Il va pas avoir des difficultés de mémorisation et plus les difficultés de concentration. Pour les enfants, les longues pages de leçons à apprendre ne sont plus une corvée. Aujourd'hui, on s'est présenté et on a fait des exercices d'équilibre, brain games, et on a fait des exercices d'AMAR. D'abord, on s'est présenté, après on a fait des mouvements pour s'échauffer. Pendant cet atelier, on a appris comment schématiser la carte mind map et comment faire des repérages pour des techniques d'apprentissage pendant les leçons. Ainsi, le mind mapping reste une technique efficace pour l'apprentissage des leçons par simple repérage d'une schématisation de ces dernières. Alors, en tout cas, ça a dû beaucoup plaire aux enfants puisqu'ils ont compris, ils se sont même exprimés autour de cet atelier. Exactement. Ils ont compris. C'était très très bénéfique pour eux. Ils étaient très très récepteurs. Ils étaient là à coopérer, à chercher à comprendre, à développer d'autres techniques. Il y avait quand même un esprit compétitif aussi parce qu'on a travaillé en petits groupes. Et donc, il y avait quand même l'esprit compétitif entre des équipes. Voilà, c'est cette envie, en fait, d'avoir une carte mentale plus belle que l'autre, utiliser des images, des couleurs vives. Et surtout, chacun sa méthode d'apprentissage, sa méthode de mémorisation. Il y en a plus qui seront plus dans l'écriture pour essayer de mémoriser en écrivant. Il y en a d'autres qui vont mémoriser oralement. Exactement. C'est pas qu'ils sont plus forts, mais plus du tout. En fait, au contraire, c'est chacun son fonctionnement, chacun sa technique. Et aussi, c'est-à-dire que le mind map, il est utilisable pratiquement dans dans tous les modules. Pas que les leçons, par exemple, qui m'attellent ce que les enfants vraiment ont du mal à exactement. Mais c'est utilisable aussi en maths, en physique, en SVT. Et voilà, donc ça va les aider déjà à résumer. D'accord. Parce qu'ils doivent repérer des éléments importants, des mots-clés, pour structurer leur carte mentale. C'est ça. Alors, vous leur avez fait un atelier qui a duré combien de temps? L'atelier, c'était sur 1h30. D'accord. Et c'était principalement, déjà on leur a expliqué c'est quoi le mind map, il est destiné à qui, pour qui, comment réaliser sa carte mentale. Et on avait fait, d'ailleurs, surtout pour la section de 12 à 16 ans, on avait introduit, c'est-à-dire la carte mentale, elle a été inspirée déjà du fonctionnement cérébral. Donc on a expliqué le fonctionnement cérébral
cérébrale, de la cellule cérébrale qui a un noyau, après il y a des branches. C'était très instructif pour l'enfant et puis bien sûr, il va comprendre un peu mieux le fonctionnement bien sûr de leur cerveau. Exactement. Bien sûr, l'atelier va aussi continuer puisqu'il y aura une autre... Exactement. C'est un programme, voilà. C'est un programme en fait. Une autre séance. Une autre séance déjà pour recontrôler, pour revoir est-ce qu'ils ont mis en place ces techniques pour apprendre. Et en même temps, vu qu'on est déjà en période d'examen, comme on l'a cité tout à l'heure, donc il va y avoir aussi un autre atelier sur 3 heures sur comment manager son temps pendant les examens, gérer son temps d'apprentissage, le temps de distraction, il n'y a pas que les apprentissages. Et donc, gérer son temps pendant les examens, gérer aussi son stress et avoir confiance en ses compétences. Et donc, les parents étaient tout prêts, ils étaient aussi attentifs, ils étaient très anxieux aussi de comprendre ils étaient très preneurs. Ce mécanisme. Oui, ils étaient très preneurs, au contraire, ils étaient très motivés parce qu'ils cherchent tout le temps des solutions c'est-à-dire à faire adhérer les enfants dans les apprentissages, dans l'assiduité des tâches scolaires. Et, voilà. Alors, vous êtes visible sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que comment est-ce que vous faites votre publicité en fait pour faire connaître ces ateliers Alors, en général, c'est de bouche à oreille. D'accord. Voilà, c'est la technique traditionnelle. Mais bien sûr, on est présent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, la page du centre, c'est Centre Multithérapie Communiquer Plus. Et voilà, on a quand même des techniques de communication digitale, bien sûr, sur tout ce qui est publicité. Vous vous trouvez à Bir Khadem? On se trouve à Bir Khadem, exactement. On se trouve à Bir Khadem. Et vous existez depuis une douzaine d'années, donc... On existe, voilà, depuis quand même quelques années, comme je vous ai déjà expliqué. Mais le centre, c'est-à-dire que développé, c'est plus cette notion, développé, étoffé. Cette nouvelle notion. D'ailleurs, on propose même des ateliers qui concernent les parents, tout ce qui est parentalité positive, bienveillante. Oui, on vise vraiment, parce qu'on prend l'enfant dans sa globalité, dans le schéma familial, et c'est très très important pour la progression de notre thérapie, bien sûr, et même des de notre thérapie. C'est-à-dire que si on cible juste l'enfant, ça ne va pas vraiment être suffisant pour sa progression. C'est au niveau de la cellule familiale. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de psychologues et psychothérapeutes travaillent aussi avec des psychiatres. Exactement. Il y a donc quand quelquefois il y a un problème, le psychiatre fait appel à des psychologues qui travaillent sur la famille. C'est ça, madame. C'est vraiment cette multidisciplinarité qu'il faut l'intégrer dans notre métier, parce qu'on ne peut pas arriver à un résultat juste en travaillant un secteur bien précis. Voilà. Il faut travailler en collaboration avec d'autres spécialistes, avec d'autres professionnels. Donc vous êtes en constante travail et travaux et vous êtes toujours à vous remettre en question, à aller faire aussi des formations vous-même pour rester dans la continuité et ajuster. Exactement, ajuster les techniques, ajuster les services proposés en fonction du besoin de la clinique. Voilà. Alors vous avez plusieurs psychologues aussi avec vous dans le centre? Oui, exactement. Vous êtes une vingtaine? Donc, oui, on est une vingtaine de professionnels, entre orthophonistes, psychothérapeutes, ergothérapeutes et psychomotriciens. D'accord. Voilà. Est-ce que justement la formation professionnelle travaille énormément dans ce domaine-là pour offrir de nouvelles formations, de nouveaux services aussi dans ce domaine? Oui, il y a beaucoup de formations dans ce domaine. L'université forme et la formation professionnelle aussi. Il y a une formation académique et il y a aussi la formation professionnelle qui est très très importante, parce que le plus important, il est dans le terrain, il est vraiment quand on est en contact direct avec le patient. Et donc tout ce qui est formation ou tout ce qui est atelier pratique, ça vient compléter la formation académique qui est plutôt théorique que pratique. C'est très important parce qu'aujourd'hui la demande est forte. On a toujours des parents en détresse, ils ne savent pas où s'adresser quand il y a un trouble ou un autre, quand il y a donc un retard de langage par exemple, c'est tout simple, mais pour autant il faut travailler et faire travailler l'enfant. Il faut aussi sensibiliser.
On fait même des campagnes de sensibilisation concernant l'exposition aux écrans des enfants, surtout en bas âge, et l'impact sur le développement ou sur la progression du développement de l'enfant. Et donc maintenant, on sent qu'il y a quand même une sensibilisation pratiquement dans tous les domaines, par exemple en crèche ou là aux écoles. Très tôt, il faut déceler, donc, déceler le trouble, les signes. Exactement, pour orienter, c'est-à-dire que des fois les parents ne se doutent pas pas parce qu'ils ne sont pas dans le domaine, ils ne peuvent pas savoir. Mais les éducatrices, il y a même une formation pour les éducatrices, éducatrices en général et éducatrices spécialisées. Ils savent repérer, déceler, orienter les parents. Des insuffisances à travers le comportement de l'enfant, à travers aussi ses échanges avec d'autres enfants aussi, exactement, ne serait-ce que cela. Surtout, parce que c'est important. C'est là, c'est-à-dire que l'enfant, quand il est dans un environnement purement social avec ses pairs, c'est là où on voit vraiment son vrai potentiel. C'est ça. Voilà. En tout cas, bravo à vous. Merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle aventure, surtout merci pour à travers les différentes thérapies que vous proposez à vos patients. Et puis, bon courage. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle, Imen Matouk, vous êtes donc psychologue et orthophoniste et vous avez proposé donc cette thérapie, nouvelle thérapie, en tout cas, pour optimiser l'apprentissage donc des enfants et la mémorisation surtout à la veille des examens. Exactement. Bonne chance à vous. Merci à vous. Et merci beaucoup. Bien sûr, on va tout de suite continuer à parler, cette fois-ci patrimoine et patrimoine musical, à travers cette belle chanson déjà de l'association Djennadia et la belle voix de Iman Sahir.
Voilà, de retour sur notre plateau après cette belle voix et cette belle balade musicale. Nous allons également parler de musique arabo-andalouse, son origine et surtout sa thérapie et surtout son impact dans différentes civilisations, notamment la nôtre. Et parler avec Monsieur Guy Garson. Bonjour Ahmed. Bonjour à vous, bonjour à vos téléspectateurs. Merci Bienvenue parmi nous. Je rappelle votre fonction, directeur de la culture islamique au ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Vous êtes aussi passionné d'astronomie, on vous a toujours reçu pour cela. Aujourd'hui, nous sommes en plein mois du patrimoine et ce jusqu'au 18 mai. Nous allons beaucoup en parler, nous en parlons beaucoup en ce moment. Vous avez choisi la musique arabo-andalouse, justement. Exactement, parce que c'est quelque chose de très important. La musique, ça fait partie du développement de l'être humain et ça fait partie de notre culture. C'est un moyen de communiquer, c'est un moyen de s'exprimer, c'est un moyen de s'épanouir. C'est quelque chose qui est très important. Ça me rappelle un peu le titre qu'avait choisi le professeur Ben Issa pour l'un de ses livres, L'ascète et l'esthète. Et là, on est en plein esthète et c'est quelque chose, l'esthétique, c'est quelque chose qu'il faut vraiment nourrir, qu'il faut développer chez l'être humain parce que ça fait partie de notre équilibre. Si cette partie de notre être ne s'exprime pas, donc à travers la beauté, à travers l'esthétique, il y a quelque chose qui va nous manquer. Ça va créer des citoyens agressifs et qui se sentent agressés aussi. Et c'est un déséquilibre pour la société, c'est quelque chose de très important. Et la musique a toujours constitué quelque chose, une grande partie de notre patrimoine, notre culture. Et il ne faut pas qu'on la perde aussi, parce que ça fait partie de notre identité. Un Maghrébin, quand il entend un chant dans Tab al-Hussein, il est emporté. Il est emporté. On aime bien tout ce qui vient de l'Orient, donc ils ont leur maqamet, on les aime bien, on les adore. Mais on n'est pas emporté, on ne sent pas ce nirvana. Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de frontières dans la musique. Exactement. La musique est devenue une musique universelle, on l'écoute partout où on est, ça a traversé toutes les frontières. Et c'est la globalisation, c'est ce qui est bien et c'est ce qui peut être mauvais aussi, parce qu'il y a quelque part... son identité. Voilà, on perd l'identité. Il y a aussi une partie du patrimoine universel qui se perd, parce que si on est petit, si on n'arrive pas à se défendre bien, si on n'arrive pas à vendre son patrimoine, on risque de le perdre. Et c'est une partie de l'identité humaine qui se perd aussi, parce que notre musique qui est millénaire, il ne faut pas qu'elle s'écrase devant une musique qui a à peine 100 ans. C'est vrai, c'est vrai. Alors, ce qui est formidable, c'est quand on voit comme ça la relève de jeunes qui s'intéressent à la musique arabo-andalouse, alors qu'il y a d'autres musiques, d'autres ouvertures et d'autres influences. C'est très dur. Mais heureusement, de plus en plus, nous recevons des associations musicales de musique andalouse qui travaillent, qui forment des jeunes et ces jeunes qui adoptent cette musique. En fait... il y a plus qu'adopter, on se retrouve dans notre musique, parce qu'une partie de notre inconscient est sensible à ce type de langage, parce que il y a ce qu'on appelle l'overgenetics, donc donc il y a quelque chose qui est en nous, enraciné, on n'arrive pas à déterminer ça, si c'est physique ou si... Mais c'est culturel, la culture qui arrive à forger quelque part la génétique. C'est pour ça qu'on se sent, quand vous écoutez, je ne sais pas, un Adan, un vieux Adan, tout le monde est là et c'est nostalgique, parce qu'on est réceptif à ça. On est réceptif. Si on perd ça, on va écouter d'autres types de Adan qui sont beaux, mais on va perdre cet aspect de communication un peu ancien, familial, mystique, du patrimoine. Voilà, mystique de notre identité. Exactement. Et bien sûr, on a quelque chose à proposer aussi au monde, parce que notre musique est tellement riche. Donc vous prenez la musique andalouse, la musique classique algérienne, qui est tellement riche à travers les différentes écoles qui existent, les différents aspects qui existent dans la musique. Donc on a Tobo et on a donc chaque tabac, on a le Nouba, on a l'Anqlab. J'ai bien aimé la phrase que vous avez utilisée, c'est l'identité sonore de chaque ville. Exactement. Quand vous êtes dans le sud, vous écoutez, vous entendez, c'est le moment de la prière, vous attendez à ce que le muezzin appelle à la prière. Vous attendez à quoi? Vous attendez à quelque chose qui va s'intégrer dans le panorama visuel de la ville. Mais si vous êtes à Alger ou vous êtes à Constantine, vous attendez aussi quelque chose d'eux-mêmes. Et ça fait partie de l'identité sonore de la ville. Quand on est devant la mer, quand on est à Jam' al-Kbir ou Jam' al-Jdid, on ne s'attend pas à écouter un Adan Tindi.
Oui. On s'attend à écouter un Adan Zidane ou la Sihli ou la Moual ou là. Et là, on est berné, on ferme les yeux et on voit la mer. Par contre, si on était à Bchal, on écoutait l'Adan Tindi, on ferme les yeux, on voit les dunes, on voit les chameaux, on voit les chameliers, on voit tout ça. Exactement. Et il y a une identité qui est... Et cette identité, c'est important. Chaque ville a son identité qu'elle est en droit de conserver. Tout à fait. Aussi. Il y a un énorme travail qui se fait justement par nos chercheurs qui travaillent sur ce thème-là, d'ailleurs. Oui, il y a quelques-uns qui font du très très bon travail. Il y a une recherche aussi internationale sur ça. Donc il y a les Espagnols qui ont développé ça. Il y a quelques Algériens qui ont fait leur thèse de doctorat sur ça. Oui. Et on doit continuer parce qu'il ne faut pas dire que le travail est fait parce qu'on a encore de très grandes questions sur le thème. Quelle est l'origine de la musique? Quelle est l'origine du lexique musical qu'on utilise? On n'arrive pas à identifier les sources. Nous, on a pris l'habitude de ce lexique musical et surtout de la musique arabo-andalouse. Nous recevons plusieurs maîtres de la musique arabo-andalouse, des associations musicales. Et tous les jours, on entend parler de Darj, de Msaddar, de Btaihi. D'où ça vient? Oui. D'où ça vient? On Voilà. sait pas. Alors, on va en parler d'ailleurs. Oui, on ne sait pas. Moi, je suis tombé sur ça parce que je me suis posé la question. Ça me froissait un peu qu'on nous dise que les Algériens n'avaient pas de musique jusqu'à ce que les Andalous soient exilés de leur patrie pour qu'ils ramènent cette musique chez nous. Est-ce que c'est vrai? C'est ce qui a motivé un peu ma recherche. Et en essayant de voir dans les sources, dans les manuscrits, en lisant un peu, on voit qu'en fait, c'est une école, c'est la même école. Le Maghreb-Andalous, c'était une et une seule école. Il y a eu même des échanges parce que quand Ziryab est passé en Andalousie, il a passé avant ça, il a passé une année à Kairouan. Et là, il a enseigné. Il a créé une petite école à Kairouan. Et puis, quand on voit le répertoire chanté au Maghreb, en Andalousie, avant Ziryab ou après Ziryab, c'est le même. Et puis, il y a eu l'invention des mouchahats qui ont été... C'est un grand virage. C'était un moment fort de la musique andalouse, la musique classique maghrébine. Et les mouchahats, on en trouve dans les deux rives de la Méditerranée, que ce soit chez les Andalous ou chez nous, chez les Maghrébins. Pardon. Pardon. Je vous en prie. Conclusion. Oui. C'est le même patrimoine. Il y a eu des échanges de part et d'autre. Il ne faudrait pas chanter aujourd'hui, par contre. Hein. Ah oui, ça se voit. Les artistes, justement, ont cette fragilité des cordes vocales pour pouvoir donc interpréter et doivent se protéger absolument pour justement l'interprétation. Quelquefois, donc, dans la musique arabo-andalouse, il y a donc un travail énorme de répétition et les artistes ont très peur de cela. Ils évitent, en fait, s'ils sont avertis, ils évitent de prendre des boissons froides, des boissons chaudes, ils évitent de prendre du piment, ils évitent de prendre... Donc, il y a une certaine hygiène de vie très stricte. Des règles, il y a Cheikh Baba Amallah Yarhamou qui était lecteur du Coran, donc il avait tout le temps, on me disait, du miel ou la skol qandli. Il avait donc des fois quand il en avait besoin et ils apprennent à chauffer leur voix aussi, leur corde vocale. C'est une discipline et ils apprennent aussi. Ils apprennent à utiliser le fond des poumons, ils apprennent à utiliser la sortie des sons. Donc il y a les sons gutturaux, il y a les sons qui viennent. C'est extraordinaire. Nesma, notre artiste qui est connue dans son répertoire andalou, nous en avait fait une démonstration une fois. Il nous parlait de la respiration qui était très importante dans l'interprétation de la musique arabo-andalouse. Donc un exercice qu'il fallait qu'elle fasse pour pouvoir avoir suffisamment de souffle pour l'interprétation jusqu'au bout. Parce que si vous êtes dans un Taïhi Hsine, donc on ne se rend pas compte. Et vous avez besoin d'allonger, il faut avoir du souffle. Il faut avoir du souffle. Et c'est un exercice. C'est un exercice. Il faut bien sûr habituer son corps humain et surtout ses poumons à pouvoir réceptionner tout ce souffle pour pouvoir interpréter par la suite. Exactement. Donc, voilà, donc c'est ça, c'est le petit bonhomme de chemin. Il y a eu aussi il y a des questions aussi qui restent à élucider. Par exemple, on sait qu'au même moment, au XVIIIe siècle, les Algériens ont adopté les qasaïd, donc mouloudiyat. Et les mouloudiyat, pour conserver la musique qui est une musique religieuse, et donc pour conserver la musique, pour protéger la musique profane à l'époque,
ils ont fait ce qu'ils appellent mal qiyas. Donc, ils ont transposé la musique profane sur la musique religieuse. Et donc, quand vous voyez les qasaïd, vous avez les partitions. Vous avez donc cette partie est faite suivant tel taïhi, etc. On n'a pas pu voir votre flash disque. Vous vous posez la question si les images. On a eu un petit problème, donc on va peut-être. Il a bloqué. On va peut-être essayer, mais bon, il nous reste quand même 3 minutes pour clore. Donc on va parler aussi donc de ces noubas qui sont à préserver absolument. Il en reste 12. Oui, 11 et quelques. Oui. Donc, on dit, donc il y a la légende qui dit qu'il y avait 24, et puis on retrouve dans les manuscrits 25. Parce que ça s'est transmis oralement, en fait. Hein. Exactement. Donc, ils étaient tellement disciplinés, ils étaient tellement stricts dans la transmission, donc ils ne donnaient pas ça à n'importe qui pour protéger le patrimoine. Et vu tout ce qui s'est passé, donc toutes les guerres et toutes les histoires qui sont... Donc on a fini par perdre. Mais on a eu le plaisir, alhamdoulilah, Cheikh Ahmed Serri a enregistré l'anthologie de la musique algérienne, la musique classique algérienne, et c'est un fait très important dans l'histoire de la musique. Il y a aussi quelques associations qui continuaient à enseigner à la manière classique, comme Cheikh Youssef Ouznadjid, qui continue à enseigner dans l'association Al-Anadil à la manière des maîtres. Et ça, c'est très important pour que les élèves voient que la façon dont c'est transmis cette musique, ça ne s'est pas fait n'importe comment. Il y a des règles, il y a des normes qu'il faut respecter, il y a des standards. Et puis maintenant, on passe à le plus important. Maintenant, on passe aussi au texte. Donc, il y a certains qui travaillent sur les textes, qui corrigent les textes, qui essaient de retrouver les textes perdus. Et c'est un travail, en fait, qui est très important, qu'il faut faire absolument. C'est pourquoi aujourd'hui, les solistes, et surtout ceux qui interprètent la musique arabo-andalouse, enregistrent des noubas pour justement les protéger, les préserver pour des générations futures. Exactement. Voilà, tout comme nos artistes qu'on salue ce matin à travers votre programme que vous avez présenté ce matin et surtout le thème que vous avez choisi ce matin. Merci. On va peut-être continuer à en parler puisque là c'est déjà fini, l'émission est déjà terminée. Merci beaucoup Ahmed Grigarsen, à la semaine prochaine, Inch'Allah. On parlera de Ramadan aussi, bien sûr. Et puis on aura le plaisir d'en parler bien sûr la veille probablement, bien sûr pour observer la nuit du croissant. C'est ça, et observer le croissant. Merci beaucoup, bonne journée à vous tous. Merci à vous. Et puis merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. On se donne rendez-vous demain 9h, 10h30 avec Mahal Rabia. Au revoir.